Le sujet d'aujourd'hui, il vient s'installer dans une multitude de petites thématiques reliées à la gestion d'OBNL. C'est sûr qu'on va parler d'actifs immobiliers, mais on va parler aussi de couverture de besoins, on va parler de montage financier, on va parler de législation. On n'aura pas tout à fait le choix. Et je suis vraiment content de pouvoir parler à des experts ce matin qui connaissent bien leur milieu. Pour parler d'OBNL et d'habitation, j'ai la chance de recevoir deux messieurs qui vont pouvoir nous expliquer ça dans le détail, puis aussi répondre à vos questions que vous pourriez avoir. Premièrement, je vais remercier André Castonguay, qui est le directeur général du Réseau québécois des OBNL d'habitation. Bonjour André. Bonjour Stéphane, bonjour tout le Je vais te monde. laisser dans quelques minutes te présenter au complet. Là. Je sais qu'on va avoir plus un bon portrait de ce que vous faites au réseau. Et Jean-François Gilger, qui est conseiller senior au développement chez Bâtir son quartier. Bonjour Jean-François. Bonjour tout le monde. Merci. Écoutez, pourquoi on est arrivé avec ce thème-là, le rôle des OBNL dans la crise, mais aussi on va parler d'OBNL et d'habitation au sens un peu plus large. Euh, Puis André, dans les discussions qu'on avait eues ensemble, me faisait part que souvent ça venait d'un besoin d'un secteur, des gens qui se regroupent et partent un projet immobilier. C'est effectivement une grande facette des OBNL d'habitation. Mais ce qu'on a commencé à voir aussi, c'est des OBNL qui avaient une mission autre, puis qui commençaient à vouloir partir des projets d'habitation. Fait qu'on va vraiment analyser le tout en fonction de ces deux possibilités-là. Tu sais, je pense que vous êtes tous très conscients que la crise du logement aussi, elle s'est étendue sur l'ensemble du territoire, que les besoins en itinérance, les besoins pour les premiers arrivants, ben, ça vient mettre une pression aussi sur le parc immobilier. On a des organismes qui achètent des bâtiments pour les protéger de la spéculation. Il y a des organisations collectives comme les OBNL qui sont reconnues de plus en plus comme porteurs de projets d'habitation. Fait que ça reste, c'est un monde en ébullition qui est un peu compliqué, pas si simple si on est à l'extérieur puis on le regarde. Puis, veut pas, ben, on parle de montants des fois. Des projets immobiliers, là, c'est surtout avec les coûts de construction maintenant, là, on parle de millions, puis ça va vite, là. On peut rajouter des chiffres assez longtemps, là. Oui. Et ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que l'immobilier, ça reste un véhicule financier pour que certains OBNL puissent s'en servir comme effet de levier aussi pour offrir des garanties pour d'autres types de projets. Fait que c'est un peu le contexte pourquoi on est là ce matin. Fait que là, ce que je demanderais, peut-être, je vais commencer avec toi, André, te présenter, puis nous donner un peu là, une bonne idée de ce que le réseau fait. On va te laisser 3-4 minutes là, pour faire le tour de tout ça, puis après ça, Jean-François, ce sera ton tour. Ben, merci Stéphane. Ben oui, le RQOH, on va y aller dans le plus simple. Le RQOH existe depuis maintenant 24 ans. Dans le fond, c'est le regroupement des fédérations régionales d'OBNL d'habitation. On a 8 fédérations là, dans la province. Chaque fédération a un, deux ou trois régions administratives là, dans le fond dans lesquelles ils œuvrent. Le RQOH fait aussi office de fédération pour l'Abitibi-Témiscamingue, puisqu'il n'y a pas de fédération dans cette région-là. Le RQOH, bien sûr, ça supporte les 8 fédérations qui, eux, supportent leur, grosso modo, 1250 à 1300 membres sur le terrain qui offrent du logement sous la tenure à but non lucratif au BNL. Donc, le RQOH, pour ce faire, travaille en association avec les fédérations pour offrir des plans de formation, pour offrir du soutien, préparer des colloques. On a aussi, au niveau des services aux membres, on a aussi ce service-là qui nous demande aussi à élaborer des services aux membres, des mutualisations, etc. Comme par exemple notre programme d'assurance bien immobilier Sequoia, qui est en réalité le deuxième plus gros programme associatif d'assurance bien dommage au Québec. Donc c'est vraiment un des joyaux là, de nos services aux membres. On travaille évidemment, on fait de la représentation. Dans le fond, si on y voit hiérarchiquement, bien souvent, ben, les groupes de base vont faire de la représentation avec leurs députés locaux, régionaux. Nous, on fait les représentations un peu plus là, de haut niveau par rapport à toutes les équipes ministérielles et tout ça. Donc, on travaille vraiment à tenter d'influencer, dans le fond, le milieu politique. Outre ça, ben, bien entendu, on collabore aussi avec les autres acteurs du logement social communautaire de plus en plus. On a des enjeux qui se ressemblent. On a des groupes, ben, on va le dire, on a les mêmes enjeux, des enjeux de financement, développement, maintien aussi du parc. On travaille, puis depuis à peu près, un petit peu plus d'un an, on travaille justement sur le principe qu'on aimerait que le logement social communautaire
puisse jouer un vrai rôle là, dans l'équilibre du marché locatif. Donc, on espère d'ici 15 ans, là, c'est un peu le délai qu'on s'est donné, là, de doubler le parc de logement social pour qu'il se rende à 20% dans le fond du marché locatif actuel. Donc, on a des gros projets, on a des gros dossiers. Donc, puis, dans le fond, pour juste situer un peu la teneur au BNL, ben, c'est la teneur où il y a des clientèles les plus variées. Donc, bien évidemment, on a du logement pour les familles, les personnes seules et tout ça. Mais c'est aussi les OBNL qui vont accueillir dans les organismes là, locaux, dans le fond, des clientèles qui ont des besoins particuliers. On n'aime pas l'expression, mais on n'en a pas encore trouvé une. Mais évidemment, c'est ça. Fait que tout ce qui est pas logement et services pour les personnes handicapées, logement et services pour les personnes avec des problèmes de santé mentale, euh, quelles que soient les problématiques vécues, ben souvent les communautés qui gravitent autour de ces personnes-là, ben, se mettent ensemble justement pour développer un projet de logement où ce qu'il va y avoir et le logement et les services aussi pour les personnes qui en ont besoin. Donc, grosso modo, c'est ce que fait le RQOH avec ses 8 fédérations en tant que André, tu parles de 1200 organismes qui sont impliqués dans ton réseau. Si on rajoute les coopératives à but non lucratif, on parle de combien d'organisations totales là, qui font du logement au Québec? Ah, ben là, si on veut regarder vraiment le nombre total, il faut aussi inclure les HLM, Les parce que dans le fond, HLM. on travaille en collaboration avec le milieu HLM et aussi le milieu coopératif. On parle de grosso modo 150 000 unités de logement. OK. Donc, le doublé, ben, c'est quand même une tâche quand même colossale là, pour les 15 prochaines années. Euh, les besoins sont impérieux. Les besoins impérieux sont encore grandement présents au niveau de la population pour du logement qui respectent dans le fond le budget des familles et des individus qui ont des revenus quand même moindres ou parfois des revenus très, très bas. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de développement. La CHL nous disait il y a 2 ans que d'ici 2030, ça nous prenait 700 000 logements de plus au Québec, quels que soient les teneurs dans le privé, dans les OBNL, dans les coops. La commande est énorme. Donc, on a beaucoup de pain sur la Effectivement. planche. Merci, André. Jean-François, à ton tour. Bâtir. Bonjour, bonjour. Bâtir son quartier, donc rapidement, un organisme communautaire d'économie sociale. Le mandat, le rôle et la mission de Bâtir son quartier, c'est vraiment soutenir les communautés ou les organisations, comme les OBNL, dans la mise en place de leurs projets immobiliers. Beaucoup des projets immobiliers d'habitation, mais on soutient aussi des organisations là, dans la mise en place d'acquisition, d'achat, de rénovation, de transformation d'espace pour leurs activités, pour leurs bureaux, des CPE, des centres communautaires, des groupes de femmes. Donc, une grande expertise en immobilier, en habitation, qui se transfère assez facilement aussi dans les autres sphères de l'immobilier. Le groupe de ressources techniques Bâtir son quartier n'est pas le seul au Québec. Toutes les régions du Québec sont desservies par des groupes de ressources techniques. Donc, les services qui sont offerts par Bâtir son quartier, je dirais dans la région métropolitaine, là, je dirais la CMM, ben, ces services-là sont aussi disponibles dans les autres régions, puis offerts par d'autres groupes de ressources techniques qui font essentiellement la même chose que nous. Euh, la mise en place des groupes de ressources techniques s'est faite au milieu des années 70. Donc, ces organisations qui arrivent de façon générale à 40 ou près de 50 ans d'existence. Et quand on dit notre mandat, notre rôle principal, c'est de soutenir la mise en place des organisations dans leurs projets immobilier, ben, rapidement, on a des équipes là, qui sont vraiment là pour vous accompagner du début à la fin. À partir du moment où un groupe, une idée émerge, hein, au sein d'un groupe en disant, ben, nous, on pense que ce serait le fun, ben, c'est le bon moment pour nous appeler. Pour commencer à regarder avec vous quelles sont les étapes incontournables à franchir, dans quelle séquence ça peut se faire. Euh, Tu déposes une offre d'achat, puis on a vu des organismes déposer des offres d'achat qui étaient
dangereuse, je dirais, pour la pérennité de l'organisation. Donc, prendre des engagements, hein, d'acheter une propriété à 1 million de dollars en disant, donc, et de dire, mais je n'ai pas levé le financement encore, mais j'ai pris, donc, dès le début, ça vaut la peine de s'asseoir avec nous pour s'assurer qu'on pose les bons gestes et qu'on les pose dans les bonnes séquences, pour aller chercher les professionnels qui vont être associés à la réalisation du projet. Le groupe de ressources techniques, c'est pas un groupe d'architectes, c'est pas un groupe d'ingénieurs, c'est vraiment un groupe de soutien et de coordination à la mise en place de vos projets. Euh, Grosso modo, on dit souvent, pour réaliser un projet, il y a trois grands éléments, puis c'est avec ça, puis c'est là-dessus qu'on va travailler avec vous. D'abord, un groupe, hein, un groupe et un besoin. Et donc, bien comprendre le groupe, ses besoins, sa gouvernance, son équipe. Essentiellement, les premières questions vont se poser au niveau de la gouvernance et de l'équipe de travail. Qu'est-ce que vous voulez faire et de quelle façon ça peut ou pas affecter votre mission et quels sont les gestes à poser là, pour s'assurer que si vous en allez vers l'offre de nouveaux services, ben, qu'on soit capable de le faire adéquatement. Donc, d'abord un groupe, ensuite ben, une propriété, un terrain. On ne peut pas faire de développement immobilier si on n'a pas identifié des propriétés. Comme ça le dit là, on peut acheter un terrain puis le construire, on peut acheter un bâtiment puis le rénover, travailler sur des vieux espaces industriels puis les recycler. Donc, toutes les formules sont possibles. Et évidemment, ben, comment est-ce qu'on fait pour financer? C'est la troisième patte, hein. Donc, une occasion, un besoin, puis évidemment un financement. Et encore là, ben, on va vous accompagner. Il y a des programmes de financement qui font un certain nombre de choses qui peuvent plus ou moins correspondre à vos besoins et à qui vous êtes comme organisation. Donc, regardez aussi de quelle façon il y a moyen d'arriver à faire des montages financiers qui vont permettre la réalisation du projet, puis évidemment là, de ne pas mettre en danger la mission de l'organisme. Donc, beaucoup de discussions à faire là, au niveau de la mission et de la gouvernance quand un groupe se lance dans un nouveau projet. On vous accompagne tout au long de la réalisation du projet en faisant rentrer les professionnels au bon moment. Les mandats viennent de vous, mais nous, on est là pour vous aider, pour vous guider, puis vous poser un certain nombre de questions là, pour être sûr que vous avez bien saisi aussi là, l'ampleur des décisions et les enjeux qui sont associés aux décisions que vous allez prendre dans la mise en place de votre projet. Donc, on vous accompagne comme ça tout au long de la réalisation, la conception, financement, construction, première année d'opération, puis généralement, maintenant, on accompagne les groupes là, pendant quelques années, soit nous ou soit des membres là, des fédérations. C'est important qu'il y ait un suivi peut-être un peu plus rapproché pour les 5 premières années d'exploitation. Donc, voilà, en bref, le mandat et la mission d'un organisme comme le nôtre, mais comme je vous dis, à travers la province, on n'est pas le seul groupe de ressources techniques. Toutes les régions administratives sont desservies. Je trouve ça intéressant, messieurs, parce que d'un premier coup d'œil, on voit que c'est un réseau qui est organisé. On voit qu'il y a du soutien, puis si on est dans un organisme qui a un projet, ben on voit qu'il y a peut-être des ressources qu'on n'avait pas pensées qui existent et qui sont là pour nous soutenir. Je pense que d'un premier coup d'œil, c'est ce que je retiens de ce que vous venez de me présenter. Mais si on fait un petit résumé, là, puis il y a de l'air à avoir bien des types de projets qui rentrent dans le BNL immobilier. Si j'ai bien compris de ce que vous m'avez dit, là, on va parler d'immeubles neufs, on va parler d'immeubles en rénovation, on va parler d'actifs qu'on veut protéger des spéculateurs, pardon. On va avoir des locaux qui vont être mix habitation-opération. Est-ce que j'en oublie des possibilités dans lesquelles il y a des projets sur lesquels vous travaillez, Jean-François? Ouais, en fait, on va travailler sur le besoin qui est exprimé. Donc, et je pense que ça fait un peu le tour là, de construction à achat réno, à recyclage. Euh, et là, recyclage, c'est sur des secteurs industriels, du secteur institutionnel, religieux, en tout cas tout le vieux parc là, existant a un potentiel de transformation. Et oui, tout à fait raison de dire des projets d'usage mixte où il peut y avoir des services. Et là,
souvent des organismes offerts, des services offerts par l'organisme, là. Pensons à des projets comme Oldbury Mission, là. Ouais. C'est assez clair. Donc, Oldbury dit, ben moi, j'ai un projet de 30 chambres, ben, j'ai besoin aussi là, d'avoir des intervenants ou des intervenantes qui vont être sur place pour faire de l'animation. Donc, il y a des espaces comme ça dédiés aux services donnés par l'organisme. Dans d'autres projets, on va prévoir un rez-de-chaussée à des fins non résidentielles qui pourrait recevoir soit les activités de l'organisme, mais souvent aussi des activités souhaitées par la collectivité ou par la communauté, genre un CPE. Donc, intégrer un CPE au rez-de-chaussée d'un grand bâtiment, ça peut être très intéressant, souvent en termes de zonage, surtout si on est dans les centres-villes ou dans les cœurs villageois. Il y a un souhait que les usages au niveau du rez-de-chaussée soient à d'autres fins que du résidentiel. Et donc, il y a toute une série de services qui peuvent être offerts dans ces conditions-là. Donc, en fonction des besoins exprimés par les organismes, là, on va chercher le chemin pour être capable de mettre en place ces choses et de se poser aussi un certain nombre de questions. Est-ce que c'est des usages qui fonctionnent bien? Est-ce que c'est il faut faire attention au melting pot, là, de trop, c'est comme pas assez des fois. Donc, il faut aussi se poser un petit peu certaines questions, là, jusqu'à quel point on veut mixer des usages ou des besoins différents. Femmes victimes de violence avec des gens qui ont des problématiques de santé mentale ou de toxicomanie, tout ça dans le même bâtiment, des fois, c'est pas nécessairement une bonne idée. Ouais, les Donc, usages. c'est ça. Donc, tout ça est à usage résidentiel, mais il faut aussi se poser la question, là, on est-tu capable de vivre sous le même toit? C'est une bonne idée d'essayer de tout régler sous un seul projet. Par ailleurs, il y a toutes sortes d'usages qui peuvent se jumeler, toutes sortes de besoins qui peuvent trouver aussi réponse à l'intérieur d'un même projet, là. C'est une question d'ajustement et de réflexion. Au niveau des types de projets, André, si on regarde tes membres, ton écosystème, là, ça part de où puis ça va jusqu'à quoi, là? Question de, tu sais, as parlé de 150 000 unités globales, là, mais est-ce qu'on est dans des tours à logement ou dans j'ai des des duplex, là? On couvre quoi en habitation, de votre côté? Je pense qu'on retrouve à peu près de tout dans notre beau milieu. Je regarde quand j'étais à la Fédération de Québec, parce que j'ai été 7 ans et demi quand même dans une fédération régionale. On avait une RPA à Saint-Marcel dans l'îlet avec 4 unités. Puis ça OK. va jusqu'à des très gros complexes aujourd'hui là, de plusieurs centaines d'unités. Je pense qu'on a un large spectre. Je vois aussi qu'on peut avoir un organisme peut avoir deux, trois duplex dans une région ou des 6 logements pour pouvoir desservir leur clientèle. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas un mode, il y a pas de modèle préconçu, là. Tout est possible dans le fond, en autant que l'occasion se présente, hein, de trouver justement l'immobilier qui peut éventuellement servir et qu'on peut sortir du marché jusqu'à la création d'organismes. Là, si on regarde, je sais pas, on a comme Pêche à Québec qui est un superbe bâtiment, qui a une mixité aussi des clientèles au sein de cet organisme-là en plein centre-ville de Québec, c'est superbe. Il y en a de tous les sortes. Vraiment, on couvre vraiment très large là, au Mais niveau. si je vous entends bien, si on se lance, c'est aussi bien d'être ambitieux puis de voir viser un petit peu plus haut, puis ça va être pas mal un travail similaire, là. En ouvrir 8 ou en ouvrir 20, ça doit se ressembler des fois en termes de travail. Puis tu sais, le financement est différent, on s'entend, là. Mais pour les efforts que ça demande à l'organisme, aussi bien être ambitieux, là. Mhm. Ben, le principal problème au Québec, ben, c'est quand on a un projet, on a un groupe d'intérêt, on a un beau projet, il y a un groupe de ressources techniques qui est sur le dossier. La fédération peut aussi, fédération régionale peut aussi aider ou en tout cas suppléer aussi sur certains besoins de l'organisme et de l'organisation. Mais il faut quand même compter sur les délais administratifs au Québec. Ben, parlons-en des délais. Je suis curieux de vous entendre, Je pense que messieurs. Jean-François va pouvoir t'en parler même plus que Ouais, moi. ben, je vais vous écouter tous les deux. C'est quoi l'horizon entre on est assis au CA puis on décide, on se lance, au fait de on rouvre la porte puis on reçoit le premier camion de déménagement? On parle-tu de 2 ans? On parle-tu de 20 ans?
C'est quoi comme délai, Jean-François, là? Ben, puis juste avant de parler des délais, Oui, Stéphane, vas-y. juste m'autoriser, tu sais, de revenir. Ben Oui, je oui. pense que c'est correct d'être ambitieux, tu sais, et d'essayer de se projeter. Par ailleurs, c'est pas une nécessité, hein. Donc, juste pour dire, il y a des projets qui, pour toutes sortes de très, très bonnes raisons, ben moi, quand j'aurai 8 chambres, là, ça va être parfait, puis c'est avec ça qu'on va commencer, puis on verra éventuellement. Donc, juste faire un petit peu cette nuance-là, là, c'est pas parce qu'on a un projet de 3, 4 ou 5 chambres que c'est pas une bonne idée de le mettre en place. Puis, mais je suis d'accord avec toi, Stéphane. euh, le travail, le questionnement, puis la réorganisation que ça va demander sur notre gouvernance, sur notre équipe de travail, sur nos structures, parfois, pour un projet de 4 logements ou pour un projet de 200 logements, à peu de choses près, c'est le même investissement que le groupe va devoir faire et investir, là. Donc, si ça vous tente d'aller vers le 200, il ne faut pas s'arrêter non plus. Par ailleurs, de constituer un patrimoine immobilier, c'est correct aussi de prendre le temps là, de le construire graduellement, puis de faire ses dents, parce que toutes sortes d'apprentissages, puis commencer à gérer 200 locataires d'un coup. Euh, c'est pas mal plus de cas à régie ben, au tribunal administratif du logement, c'est pas mal que quand t'en as juste 5, là, t'as peut-être plus de Effectivement. chances de Ah ouais, voir venir les choses. Mais on respecte la maxime que l'intelligence du groupe quand la grosseur diminue, quand ben, la grosseur du groupe augmente, donc, là. voilà, ça c'était ma petite parenthèse là, sur c'est pas requis d'être si ambitieux en termes de taille, en tout cas pas nécessairement dans le premier projet. Puis c'est le fun de le réfléchir sur un long horizon quand c'est souhaité aussi par l'organisation. En termes de délai administratif, euh, ben, je veux dire, c'est une question. Si on était riche, ça irait vite, OK? Donc, c'est c'est un peu le problème. Généralement, nos organisations ont pas des capitaux disponibles là, tu sais, pour être autonomes dans la mise en place de ces projets-là. Et les gens qu'on accueille dans nos projets, ben, souvent, nos locataires ne sont pas des gens qui sont extrêmement fortunés non plus. Ce qui fait qu'il faut qu'on arrive à offrir des logements de qualité avec des niveaux de loyer qui sont à la hauteur des capacités financières des gens qu'on va accueillir. Et généralement, on va ben, pas nécessairement accueillir les gens, ce qu'on appelle du cinquième quintile, là, hein, quand on place les revenus de ménage de façon croissante. On va plutôt travailler avec les gens qui sont dans le revenu médian, tu sais, le cinquantième ménage, avec des revenus autour de ça ou en descendant. Donc, évidemment, on n'arrive pas avec des moyens financiers, en tout cas des capacités hypothécaires très élevées dans la mesure où nos revenus d'opération, qui viennent essentiellement de nos loyers, ben, ça pose cette difficulté-là. Et donc, généralement, d'aller chercher des subventions au niveau gouvernemental, du Québec, du gouvernement fédéral, des municipalités, des régions, on fouille un petit peu partout. Donc, je dirais que un peu le défi se situe à ce niveau-là, au niveau du financement. Il y a d'autres défis là, qui vont exister s'il faut des modifications de zonage ou des choses comme C'est ça, ça. Si je te mais comprends bien, Jean-François, tu me dis que le financement prend plus de temps que l'aspect réglementation puis interaction avec, par exemple, les municipalités ou tout le permis, inspection, etc. oh oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, je dirais, l'élément. Bon, évidemment, tant qu'on n'a pas trouvé la propriété, puis là, on est dans l'œuf et la poule, là, souvent, mais Ouais. tant que tu n'as pas trouvé ta propriété, ben, tu travailles sur un sketch, hein, sur un scénario qui est comme une maquette. C'est difficile d'aller solliciter du financement quand tu dis, ben, ça va ressembler à ça, mon projet, là, mais j'ai pas d'offre d'achat, fait que je suis pas capable de vous confirmer où mon projet va atterrir. Donc, par ailleurs, déposer une offre d'achat dans un marché immobilier qui est actif, en disant, bon, ben, j'en ai pour 1 an et demi à faire mes démarches de financement. Est-ce que vous êtes prête à accepter une offre d'achat de 18 mois? Les vendeurs n'ont pas toujours cette C'est patience. rare. Mais c'est un peu ça, là. Donc, ça,
il faut avoir une propriété, hein, que le groupe a identifié généralement une propriété sur laquelle on est capable de se commettre pour être capable après ça d'aller voir les différents paliers et de déposer de façon formelle nos demandes de financement qui, elles, ben, au Québec, malheureusement, par les temps qui courent, là, ben, parmi les différents programmes de financement là, qui sont presque nécessaires à la réalisation de nos projets, on n'est pas en entrée continue, donc on est sur appel à projet. Ben là, faire de l'immobilier par appel à projet, ça aussi, il y a un petit défi. C'est pareil comme si l'institution financière, là, si vous voulez acheter un immeuble, là, un bungalow, un duplex, là, que la caisse vous disait, ah, moi, je reçois des demandes hypothécaires juste du 1er au 15 avril de chaque année. En dehors de ça, oubliez ça, là. Donc, déposer une offre d'achat dans un contexte où tu es dans des appels à projets plutôt que dans des entrées continues, ce qui Ouais. serait peut-être plus réaliste, ben, ça fait juste ajouter, je dirais, à la difficulté de coordonner les actions avec le marché immobilier. Et comme on a de plus en plus besoin de faire appel à différents bailleurs gouvernementaux, ben là, les appels à projets des différents bailleurs ne sont pas nécessairement coordonnés, puis les exigences des uns et des autres sont parfois en opposition. Donc, je vous dirais qu'effectivement, la question du financement devient la question, dans la mesure où on a besoin de subventions, puis je vous dirais que c'est 97% des projets là, sur lesquels on travaille, où on a besoin d'aller chercher ce type de subvention-là. Donc, c'est un beau défi. D'ailleurs, on va parler un petit peu de gouvernance, puis je suis curieux de vous entendre parce que c'est quand même des projets, oui, qui sont portés par des équipes, mais en même temps, on a des conseils d'administration qui sont à la tête de ces organismes-là, puis à la tête des projets, là. La première question que j'aimerais vous poser, et pour que ça fonctionne, c'est quoi la composition idéale, puis quelles seront les modifications qu'on devrait amener dans les structures de gouvernance pour que ça fonctionne bien, puis que ça voit le jour, là? André, je suis curieux, surtout avec ton background, peut-être pas le background actuel, mais celui que tu as vécu à Québec, là, dans une Ah, fédération directement. Tu as vu voir toutes sortes de cas positifs ou moins positifs aussi, là. oui, absolument. Puis, tu sais, j'en vis encore là, des problématiques de gouvernance là, chez des membres, soit en Abitibi ou ailleurs. Il y a des cas qui sont quand même plus importants, en importance, qui ont une plus grosse importance par rapport à, des fois, la grosseur du projet, tout ça, ou les difficultés. Évidemment, idéalement, la gouvernance devrait, le conseil d'administration devrait comprendre un heureux mélange d'expérience hein, au niveau des administrateurs. Bon, c'est toujours le fun d'avoir un avocat à la retraite ou un comptable en semi-retraite ou tu sais, d'avoir une espèce de mélange ou quelqu'un qui connaît les immeubles ou quelqu'un qui a travaillé dans la construction. Fait que ça, ça, c'est vraiment l'idéal à atteindre. Par contre, c'est bien sûr qu'au niveau des projets naissants, c'est pas toujours de cette façon-là que ça se passe. C'est des gens qui sont intéressés à avoir un projet puis à lever un projet dans leur communauté. Évidemment, ben, au niveau des fédérations, puis même au niveau du travail des GRT en amont du développement, il y a toujours des formations qui sont faites sur la gouvernance à ces personnes-là qui désirent partir un projet. Donc, c'est primordial aussi. C'est pas tout le temps c'est pas toujours des gens qui ont été sur des conseils d'administration, puis c'est pas nécessairement des gens qui ont ces expériences-là. Ça fait que c'est important que dès le départ, que les personnes qui veulent fonder un organisme, qui veulent fonder un OBNL, soient bien aiguillées sur les rôles et responsabilités du conseil d'administration. Et par la suite, ben, c'est des fédérations, aux autres prennent le relais, là, un coup que le projet est monté, puis que le GRT a fait son travail avec le groupe. Après ça, les fédérations prennent le relais par rapport à cette gouvernance-là. Le Donc, problématique, il y a oui. comme un changement entre l'équipe de gouvernance qui est au début, puis l'organisation qui va faire rouler le projet après, une fois qu'on a des locataires qui sont là, là. Ben, c'est pas à 100%, mais ça va arriver parce que quand on parle, des fois, ça peut être 3, 4, 5 ans. Ça veut pas dire que tout le monde va être encore sur le conseil d'administration quand le projet va être développé. Fait que c'est hyper important pour les fédérations, entre autres, d'avoir une formation en continu sur la gouvernance. Dans le fond, tu sais, ce qu'on dit aux fédérations, puis ce qu'on fait dans les fédérations, c'est qu'à chaque année, parce qu'il y a toujours du nouveau monde qui s'ajoute sur les conseils Alors, ouais. d'administration, des gens qui sont pas habitués nécessairement de siéger sur des conseils d'administration. Donc, c'est vraiment une des formations qui revient là, annuellement là, par rapport aux fédérations pour bien camper les rôles et responsabilités des administrateurs là, au sein des groupes, considérant qu'il y a quand même du roulement dans ces groupes-là.
Présentement, la principale problématique de la gouvernance, et surtout en région, on le voit moins dans les centres urbains parce qu'il y a plus de population, bien évidemment, mais c'est vraiment les relèves qui sont difficiles à trouver au niveau des petits organismes là, qui sont... Tu sais, dans notre réseau, on compte quand même, grosso modo, 200 RPA, résidences pour aînés, qui sont certifiés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est des, c'est des organismes qui sont très sollicités dans le travail administratif. Puis bien souvent, c'est aussi, il va y avoir une gestionnaire qui ne sera pas nécessairement là à temps plein par rapport au nombre de logements. Si pour un 20 logements, tu peux pas te payer quand même une direction à temps plein. Mais bien souvent, les administrateurs vont mettre la main à la porte. Ça fait que ça reste une problématique parce que quand les gens qui sont là depuis quelques ou plusieurs années à pousser avec la RPA pour que ça aille bien puis que tout roule, tout baigne, c'est qu'à un moment donné, la personne arrive à un certain âge puis se dit, ben là, moi, je suis un petit peu tanné d'être administrateur puis bénévole, je vais laisser ma place. Mais là, dans les petits milieux, ça, c'est la principale problématique. Dans les petits milieux, on a de la difficulté à trouver des nouveaux administrateurs. Ça fait que ça, c'est vraiment un des gros enjeux qu'on a présentement là, au niveau, surtout, comme je vous dis, dans les régions rurales ou quasi-rurales. C'est vraiment une problématique présentement. Outre ça, évidemment, on doit s'assurer, parce que ça reste quand même financé en partie par de l'argent public, il faut s'assurer quand même que la gouvernance soit en cantonnet top-notch, dans le Mhm. fond, pour que ça roule, puis pour que le projet poursuive bien sa mission et réussisse justement dans sa mission. Ça fait que c'est un très gros enjeu au niveau de la gouvernance présentement. Faut qu'on se trouve des nouveaux administrateurs, ou sinon, ben, il faut voir peut-être à regrouper des groupes Ouais. dans ces régions-là pour pouvoir monter un vrai un conseil d'administration complet, puis bon, aller chercher les expertises dont on a besoin sur ce conseil d'administration-là. Ça fait que oui, c'est vraiment le nœud sensible là, de toute cette histoire là, d'OBNL d'habitation. La gouvernance est hyper important. Puis on Donc, se doit de la suivre là, méticuleusement là, au long de la vie des organismes. je changerais un petit peu la question pour toi, Jean-François. Puis je veux que tu reviennes un peu plus avec tes expériences sur les organisations qui sont plus mixtes. Là, André a abordé des gens qui veulent créer beaucoup, Mhm. mais des conseils d'administration qui sont existants et qui décident de partir un projet. C'est quoi les pièges qu'ils doivent éviter? Je dirais le principal piège, là, puis parce qu'on est toujours confronté à la question du financement, c'est d'essayer de trop transformer notre organisation, le mandat, la mission et je dirais les finalités du projet pour dire, ah, tu sais, si je fais ci et ça, là, je vais mieux scorer, admettons, dans le cadre d'un programme. Alors, on a vu quelques organisations. euh, tu sais, les gens ont beaucoup d'enthousiasme, là, puis ressentent avec, je dirais, tu sais, il y a un point important. Il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve un moyen d'offrir ces logements-là à ma communauté. Donc, je dirais, un des enjeux, un des défis, des premiers défis de l'organisation, c'est on n'essaye pas de faire rentrer un cercle dans un carré, ça fonctionne pas. Si c'est pas pour vous, c'est peut-être mieux de laisser passer ce coup-ci et on reviendra la fois où on sera capable de faire rentrer notre carré. Donc, il y a toutes sortes d'ajustements qui sont requis, mais il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser, puis il faut que le groupe soit à l'aise pour dire, ah, non, non, je ne vais pas jusque-là. Avec une organisation qui existe déjà, je dirais de façon générale, puis tu sais, je ne vais pas redire ce qu'André dit, là, mais au niveau de un conseil d'administration top-notch, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. OK? Donc, ça fait partie aussi là, de l'évaluation qu'on doit faire d'entrée de jeu. Puis des fois, même avant de déposer une offre d'achat, de regarder là, la composition du conseil d'administration, puis de dire vis-à-vis le projet où vous vous en allez, peut-être qu'il y a un certain nombre de gestes à poser le jour qu'on va aller présenter votre projet, autant aux subventionneurs qu'aux bailleurs de fonds, les institutions financières. Généralement, on est capable d'assumer des hypothèques dans les projets. Ben, les gens regardent, oui, c'est quoi la viabilité hein, financière et économique du projet.
Évidemment, ben là, votre projet ne tient pas la route, là, on n'ira nulle part avec une affaire comme ça, mais au-delà de, généralement, on dépose effectivement des projets qui tiennent financièrement, économiquement parlant. Euh, mais le deuxième élément, ils vont regarder, mais à qui je passe ça, là, moi, 17 millions? OK? Qui est-ce qui est en arrière de ça? Là, j'arrive avec 17, 28 ou 44 millions, là, puis même si c'est 300 000. Tu sais, il y a vraiment cette question-là qui se pose, là. À qui je suis en train de passer ça? C'est qui le conseil d'administration? C'est quoi l'équipe? C'est quoi son expertise? C'est quoi son expérience? C'est quoi vos états financiers des dernières années? Donc, c'est un peu tous ces éléments-là qu'il faut regarder. Donc, mais en amont de ça, un organisme qui existe, qui donne déjà des services de soutien à des gens, ben, premier élément, c'est soyez spécialiste dans le soutien, soyez bon, assurez-vous d'être parmi les organismes tu sais, qui sont bien reconnus dans leur secteur d'intervention et d'activité en disant, oh, en tout cas, tu sais, tout le volet service, on est confiant, ils ont une bonne équipe, une bonne direction, le conseil d'administration gère ça de façon très intéressante. Puis quand on regarde les fruits, ben, on n'a pas peur de l'arbre qui le porte. Ça, c'est premier élément. Et d'apprendre la gestion immobilière, ben ça s'apprend. C'est quelque chose qui vient s'ajouter. Et donc, si vous êtes déjà solide, bien équipé, bien gouverné et une équipe compétente, ben, pour le volet immobilier, c'est des choses qui s'apprennent je dirais, relative. C'est pas complexe, là. Hein? Une fois que c'est bien organisé, ça se fait relativement bien. Mais, effectivement, selon l'ampleur du projet, il va quand même falloir amener un certain nombre de discussions au niveau du conseil d'administration. Parmi les questions qui valent la peine de se poser, donc, toute la question de la relève, si votre OBNL a déjà une capacité à assurer sa gouvernance puis la relève au conseil d'administration, c'est extraordinaire. Par ailleurs, effectivement, des fois, il y a des organisations ont dit ben, peut-être que vous pourriez vous associer à quelqu'un. Donc, au niveau de la gestion administrative, immobilière, on le fait dans certains projets. J'ai un organisme qui est spécialisé en services pour les personnes avec des difficultés X, Y, Z et j'ai un OBNL qu'on dit généraliste. Donc, lui, là, il gère 875 logements dans le coin en reprendre 15 de plus là, en gestion, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est parfois aussi un des Les choix. modèles, je trouve intéressant ce que tu dis, Jean-François, parce que on parle de plus en plus de mutualisation. Puis, tu sais, pourquoi réinventer un conseil d'administration et une structure à chaque fois? Dans certains cas, on est mieux de faire affaire avec des organisations qui sont déjà là, qui ont l'expertise, qui ont l'équipe, parce que c'est de l'expertise là, aussi. C'est de l'équipe que ça prend aussi, là. Mais je veux aborder le problème de la dette. Écoute, la dette, là, dans les administrateurs bénévoles, ça fait peur. Tu me parles de 17, 40, 50 millions, là. Hey, quand j'arrive puis je suis un bénévole, là, il faut que je réponde de ça, là. Comment on gère ça, cette peur-là, puis en même temps aussi une certaine volonté de voir grand. Tu sais, je parlais d'être ambitieux tantôt. André, là-dessus, tu dirais quoi? Ben, bien évidemment qu'un groupe avec une mission particulière peut s'associer avec un groupe qui est plus en gestion immobilière, puis probablement qu'on va le voir de plus en plus dans les prochaines années. On le voit à Montréal, le cas du Technopole Angus, je pense que c'est peut-être Oui, le cas qui est à la fois médiatisé, mais qui a présentement des très gros projets oui, de développement qui sont pas juste qui sont une vocation mixte, là. absolument. Par contre, aussi dans les groupes, dans les plus petits groupes, bien évidemment, ou des groupes qui ont des services particuliers à rendre à leurs locataires, bien souvent aussi, le développement puis la construction d'un immeuble qui leur appartient ben, va pouvoir aussi être un levier éventuellement financier là, pour l'expansion de ce groupe-là. Je pense qu'il faut pas. Je pense qu'à quelque part, il y a de la place un peu pour toutes les formes, à mon avis. Là, parce que oui, il y a des groupes puis d'ailleurs, on vient d'en acquérir un, là. C'est parce qu'il y avait un groupe en Abitibi à Rouen qui donne des services à des personnes en santé mentale en itinérance.
Il voulait plus s'occuper de l'immeuble. Fait que nous, ben, on avait déjà fait une fusion de quelques organismes à Rouen. Donc, on lui a dit, ben, on va s'occuper de la gestion immobilière, puis rends tes services, là, puis quand tu vas avoir la paix pour rendre tes services. Cet organisme-là n'avait pas aucun intérêt à vouloir redévelopper éventuellement ou, tu sais, ou avoir un actif tu sais, pour soutenir un peu ses finances. Il y en a d'autres, effectivement, c'est complètement le contraire. Là. Moi, je veux avoir mes actifs, je veux pouvoir en bénéficier dans le temps aussi, éventuellement, quand l'équité va se libérer, Réemprunter dessus et pour développer ton emprunter. projet. Effectivement. Ça fait que je pense que quelque part, il y a de la place pour tous ces modèles-là. C'est sûr qu'en 2024, on regarde avec tous les coûts de construction, les taux d'intérêt qu'on a eu dans les 2 dernières années, là, qui descendent tranquillement, c'était plus difficile. On se rend compte aussi au niveau gouvernemental que là, bon, comme en parlait Jean-François tantôt, les programmes sont un petit peu moins, je dirais, dynamiques qu'ils l'étaient avant. Là, si on parle de notre cher vieux Excelogy qui disparaît là, incessamment. C'est d'autres façons de faire. Ça fait qu'il faut quand même s'y. Excuse-moi, André, tu dis ça, là, puis il me semble que le message qu'on entend globalement, c'est qu'il faut mettre plus d'argent dans le logement. Je regarde le mairesse à Longueuil qui veut qu'une grosse proportion de ces logements viennent de l'économie sociale, mais tu me dis qu'il y a moins d'argent disponible en même temps. Ben, c'est parce qu'il faut envisager les choses autrement. Hein. Tu sais, comme je vous parlais tantôt du 20%, ça vient pas d'un chapeau de magicien. Là. Non, j'imagine. On a fait un voyage, dans le fond, l'an passé, des voyages d'études qui ont été faits. Il y en a un qui a été fait à Vienne là, par une délégation. Moi, j'étais dans une délégation, ce qu'on a fait la France et le Danemark. Et c'est suite à ces constats-là, puis à ces voyages-là, qu'est-ce qu'on a constaté, comment que ça se faisait le logement social dans ces pays-là, qu'on s'est rendu compte qu'on avait peut-être plus la bonne formule ou qu'on pouvait peut-être s'inspirer de ce qui se fait dans ces pays-là, avec des développeurs, puis bon, vraiment un ensemble de développeurs qui travaillent ensemble, qui ont un poids aussi politique, qui ont un poids, mais qui travaillent principalement ensemble à autogérer un gros fonds qui permet justement le développement en continu d'organismes puis d'unités là, pour des personnes avec les revenus moindres. Fait que entre guillemets, c'est le modèle d'affaires du logement social qu'il faut qu'il change. On pense que oui, parce que si on continue comme ça, les objectifs, on n'atteindra pas beaucoup d'objectifs. Je sais qu'il y a eu un peu de... bon, il y a eu des nouvelles initiatives de la part de la ministre actuelle là, par rapport au financement. Est-ce que c'est pérenne? Est-ce que c'est parce que là, tu sais, dans le fond, je pense qu'il faut vraiment qu'on structure justement ce modèle de financement d'une façon différente pour être éventuellement plus efficace, pour se rendre un peu moins sensible aussi aux variations politiques, au changement Ouais, au le changement gouvernement. de gouvernement. Essayer, évidemment, mais ça, c'est pas si évident que ça aussi, d'être moins sensible aux variations économiques, mais ça, c'est tout, ça, c'est le gros enjeu. Là. Mais à quelque part, je pense qu'on est capable d'envisager ce développement-là d'une façon différente. Les experts du logement social sont sur le terrain, sont pas dans des bureaux du gouvernement. Jean-François fait partie d'eux autres, le RQOH fait partie d'eux autres, les groupes de ressources techniques, les coops, euh, les HLM, c'est nous qui savons comment développer. Un projet, ça se développe pas à partir d'un bureau d'un gouvernement, là, d'un bureau ministériel d'un gouvernement. Ça se bâtit sur le terrain avec les groupes qui veulent développer. Ça fait on est rendu là dans cette réflexion-là. Là. Je pense qu'il faut qu'on s'inspire de ce qui se fait ailleurs sans nécessairement le copier. Mais c'est Mhm. de voir les outils financiers qu'on pourrait se donner au Québec justement pour arriver à un développement qui serait plus durable dans le temps. Puis, tu sais, si on veut vraiment jouer le rôle dont doit jouer le logement social communautaire dans l'équilibre du marché locatif, ben, il va falloir qu'on change les façons de faire, sinon on n'y arrivera jamais. Jean-François, j'aimerais ça aborder une question peut-être un petit peu plus, pas technique ou tactique, là, mais avec ton background de terrain, là. Pour qu'un projet immobilier fonctionne bien, là, il y a bien du monde à la table. Tu sais, il y a du législatif, il y a des entrepreneurs. J'aimerais ça que tu me parles de l'attitude ou un petit peu la façon qu'on doit envisager aussi la question d'affronter les monstres municipaux, gouvernementaux, quand il est temps de permis, quand il est temps de législation, changement de zonage, tout ça, là. Je pense que c'est les groupes de ressources techniques qui jouent un gros rôle, mais comment, dans quelqu'un qui envisage, là, parce que moi, j'ai rencontré des gens sur le terrain qui ont des projets, mais ils voient ça comme un monstre, là. Puis ils disent, il faut va falloir que j'aille fighter avec la ville, puis j'ai des amis qui sont entrepreneurs généraux
ou des projets privés, puis les cauchemars. Puis on a vu toutes sortes de cauchemars là, dans les médias dans les derniers mois, là, au niveau des retards, au niveau, principalement à Montréal, on va s'entendre, là, sur commencer de travailler avec la ville, d'aller chercher des inspecteurs, les permis, tout ça, là, puis les délais, puis l'augmentation des coûts, là. Quand on est d'un petit groupe au BNL, là, puis on se dit, écoute, oui, c'est peut-être juste un 5 logements pour des femmes en situation de violence conjugale, là, mais on veut-tu s'embarquer là-dedans? Puis comment, t'as-tu des clés là, dans le secret de ça pour dire je veux pas. Puis souvent, ça te décourage. J'ai vu plein de projets qui ont été découragés parce qu'ils allaient affronter. Ils se voyaient dans la maison d'Astérix, là. Donc, puis tu sais, on peut pas tout prévoir, là, tu sais, mais je pense qu'il faut se faire un échéancier de mise en œuvre réaliste. Donc, tu sais, bien connaître, là, puis à mon sens, là, il y a pas tant de mauvaise foi, il y a pas, tu sais, il y a toutes sortes de contraintes qui se sont multipliées au fil du temps. Puis des contraintes qui font peut-être qu'en bout de piste, on arrive avec des meilleurs projets, mais qui sont confrontés à plus d'étapes, à plus de validation, à plus d'espace où il y a des décisions qui doivent être prises. Puis là, ben, une chaîne de décisions, à un moment donné, ça génère des délais. Donc, ce qui est plate, c'est de s'imaginer que le jour que je dépose une offre d'achat, théoriquement, dans 6 mois, je vais être en chantier, puis dans un an et quart, je vais être dans mes logements. Ça, c'est vraiment décourageant. Puis tu te dis, au bout de 6 mois, j'ai l'impression que j'ai rien fait. Donc, je dirais dans un premier temps, en termes d'attitude, là, assurons-nous qu'on est capable de se donner un échéancier qui est conséquent et cohérent avec l'ensemble des intervenants là, et des parties prenantes qui vont avoir à se pencher sur le projet, puis avec leur séquence. Euh, Déjà, quand on a un horizon qui est plus conséquent avec ce qui va se passer sur le terrain, ben, au moins on est préparé à dire, oh, ça va être long. Et je le sais dans quoi je m'embarque et je le sais que je suis plus dans un marathon que dans un sprint par rapport à la mise en place et au développement de ce projet-là. Je dirais ça en termes d'attitude. Euh, Évidemment, quand on se met aussi dans cette posture, ben, ça fait en sorte que les difficultés, ou en tout cas les défis que nos fonctionnaires, que ce soit la municipalité, à la Société d'habitation du Québec, à la SCHL, dans la MRC, que ce soit nos élus ou les fonctionnaires, ben, plutôt que d'être pris puis ressentis comme étant des empêchements d'avancer, deviennent davantage des éléments avec lesquels il faut qu'on travaille, avec lesquels il faut qu'on avance, puis dans lesquels il y a possibilité d'établir un dialogue qui est, à mon sens, un petit peu plus constructif et qui fait en sorte que quand on est dans ce type, dans ce genre d'attitude, c'est là où on va chercher généralement aussi le meilleur. Le meilleur de nos interlocuteurs, de nos interlocutrices. Il y a toujours, peu importe ce qui est écrit dans le règlement, dans la loi, il n'y a rien qui fait le tour de tout. Et il y a toujours des espaces décisionnels un peu. Les gens ont de l'espace et de la marge de manœuvre. Et donc, ça donne aussi l'occasion à ces personnes-là d'essayer de travailler à l'intérieur de ces marges de manœuvre-là pour faciliter puis favoriser l'avancement puis le développement du projet. Je dirais en termes, c'est donc faut pas nécessairement le voir comme étant quelque chose de monstrueux, mais davantage comme étant malheureusement hein, une séquence avec laquelle va falloir concilier nos objectifs avec les moyens qui sont mis en place, puis les étapes à travers lesquelles on doit réaliser nos projets. Les mises de fonds, ça vient d'où? On prend ça où, notre mise de fonds comme organisme? Oui, OK, on va parler de subventions, mais en général, de plus en plus, il y a une volonté politique qu'on voit dans beaucoup de programmes. Puis en même temps, je suppose peut-être que c'est la même chose en habitation, parce que je le vois dans beaucoup de secteurs où les programmes demandent toujours une portion de revenus privés qui va en proportion des revenus publics dans lesquels on les investit. Fait que souvent, ça va être dans des projets immobiliers, on va parler d'une mise de fonds, là.
Mais moi, je connais bien des organismes que leur vision s'arrête à la fin de l'année, là. Tu sais, on n'a pas de vision long terme, on n'a pas il n'y a pas d'argent de côté non plus, parce on a tout donné à offrir des services, fait qu'on n'a pas accumulé. Fait que j'aimerais ça vous entendre, là. Je commencerai par toi, André, je vais finir avec Jean-François. L'argent de mise de fonds, là, puis en même temps, je dis, puis en même temps, on a besoin de certaines sommes pour mettre les projets en place du fait que nos équipes, c'est du salaire qu'on va mobiliser pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut quand même qu'on capitalise cet argent-là, là. Euh, c'est quoi vos recommandations par rapport à ce bout-là qui n'est pas vu souvent? Souvent, on pense au financement, à l'hypothèque, ça va. Mais toute la mise en place qu'elle va demander, puis les frais qui vont arriver avec, il faut les prendre sur nos liquidités, là. Je suis curieux de vous entendre par rapport à ça, puis je commencerai avec ça, avec toi, André. Ben, je voudrais bien te répondre, mais je pense que Jean-François va être beaucoup mieux placé que moi pour y répondre, surtout avec ce que des GRT parfois vivent dans le temps, justement, dans ces périodes de flou financier. Puis bon, Oui. comment est-ce C'est qu'on ça. soutient le projet là, avant qu'on puisse. Excellent. Je n'ai pas, Hein? aucun problème à Dans ça. la Puis, l'époque, Jean-François, ça c'est sûr. ouais, puis je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps, fait que je vais essayer Non, donc, ça va être notre avant-dernière OK. question. Tu as soulevé toutes les problématiques, Stéphane. Donc, en termes de mise de fonds. C'est pour ça que souvent, on va travailler aussi avec des programmes gouvernementaux. Puis évidemment, la subvention, c'est une méchante bonne mise de fonds. Puis dans bien des cas, la subvention là, va représenter jusqu'à 70% du coût de Non. réalisation. Fait que tu arrives avec toute une mise de fonds. C'est sûr que les prêteurs hypothécaires disent, j'ai juste 30% d'hypothèque par rapport à ce projet-là. Évidemment, les valeurs marchandes après construction sont souvent inférieures au coût de réalisation total, là. Ça, c'est une drôle de mathématique, mais c'est comme ça la vie. Mais généralement, dans ces projets, dans ces programmes-là, la contribution, l'hypothèque représente en bas de 50% là, de la valeur marchande de la propriété. Donc, c'est pas très difficile d'aller chercher du financement hypothécaire quand on a des subventions comme ça. Quand on n'a pas ce niveau de subvention, quand on est dans des projets d'autre nature, nous, on a utilisé le capital patient. Donc, ça existe de plus en plus. Toutes sortes d'organisations, fonds immobiliers, Surtout dans le milieu de l'UFT. l'économie sociale, là, parce C'est qu'on ça. on va s'entendre quand on parle de projet immobilier, on vient d'ouvrir un écosystème nouveau. Tu sais, je parle pour surtout des organismes communautaires, des organismes qui sont en santé, qui ne sont pas nécessairement au courant de tout ce que représente le milieu de l'économie sociale, là. Je pense que ça, c'est une note importante à ajouter pour les gens qui nous écoutent, puis ceux qui vont nous écouter en ligne, là. C'est qu'à partir du moment où vous rentrez dans des projets immobiliers, on vient d'ouvrir un nouvel écosystème financier qui est complètement différent, là. Il y a pas mal d'argent. Bon, pas assez, mais il y en a. Donc, Il n'y en puis, aura jamais assez. Il y en c'est aura ça, jamais c'est assez. ça. Donc, et donc, au niveau du financement du projet comme tel, donc, au niveau des mises de fonds, comme on dit, il y a les subventions. Après ça, selon les montages financiers, je n'ai pas de mise de fonds, mais j'ai du capital patient qui est considéré comme les institutions financières comme étant une mise de fonds. Puis, ça peut être suffisant. Il faut juste voir qu'est-ce qui se passe au moment du refinancement, généralement à l'an 16, là, mais c'est organisé en conséquence. Par ailleurs, tu soulèves toute la question euh, du démarrage d'un projet. Et effectivement, non seulement l'organisme va devoir mobiliser du temps et de l'énergie de son conseil d'administration, mais de sa direction et des membres de son équipe. Et ça peut représenter l'équivalent là, facilement une journée complète par semaine pendant toute la réalisation du projet. Donc, il faut prévoir un poste. En tout cas, il faut que ça soit quelque part, puis il ne faut pas que ça soit un surtage. Il ne faut pas faire exploser nos directions générales qui, généralement, en ont déjà pas mal plein les bras. Si je rajoute une 6e journée de travail par-dessus les 5 et demi qui font déjà, on va avoir un sérieux problème. Donc, il faut le prendre en considération. Il existe aussi, là, dans l'écosystème, du financement de démarrage qu'on va aller chercher, essayer de couvrir une partie de ces dépenses-là, puis aussi une partie des dépenses des professionnels. Pour faire avancer ton dossier, il faut que tu mettes un architecte, il faut que tu fasses une analyse environnementale, tu as besoin de certificats de localisation. Il y a toutes sortes de dépenses là,
techniques qui sont associées au développement des projets, qui peut représenter là, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et encore là, ben, on va aller regarder les CHL, là, un programme qui s'appelle le financement initial qui permet de faire des affaires comme ça, ou les SHQ à travers d'autres programmes, là, permet d'aller chercher jusqu'à 500 000 de frais de J'irai démarrage. à ma dernière question. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, ça serait quoi? On va commencer avec toi, Jean-François, puis je vais laisser André le mot de la fin, là, pour te le consoler. D'accord. Rapidement, là, de l'immobilier en soi, c'est un secteur d'activité bien particulier. Donc, ça vaut la peine d'aller chercher les conseils de gens qui s'y connaissent bien. Là, je ne veux pas faire de l'autopromotion pour les groupes de ressources techniques, là, mais je pense Ah, ben ça, que c'est moi, un moi, bon, qu'est-ce c'est un moi, je bon, dirais, c'est c'est une pas une bonne question chose. d'autopromotion, Jean-François. Ça a été mis en place pour une raison. Puis cette raison-là, quand on fréquente des organisations, puis on voit la multitude de choses qu'on leur demande, tu sais, tantôt, dans la présentation d'initiation, d'introduction, je vous avais vu l'écosystème de gestion, là, la partie immobilière. Puis nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est à peu près 20% de notre écosystème qui est soit propriétaire ou gestionnaire d'un bâtiment. Fait qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ont des actifs immobiliers dans les organismes, mais ils n'ont pas tous nécessairement les qualifications. Fait que C'est je ça. trouve que c'est important de placer les groupes de ressources techniques dans une place où ils peuvent être des facilitateurs, puis où ils vont être des acteurs de première ligne de choix, puis ils vont faire sauver du temps à tout le monde. Puis c'est ça que je trouve plate, c'est que puis un des objectifs du webinaire de ce matin, c'est de dire ça existe, profitez-en, essayez pas de réinventer la roue à chaque fois. Donc, ben voilà, tu as fait ton Et point. puis je vais finir avec toi, André. Faites ta Ton pub, conseil? Jean-François. Ben, le conseil que je donne, c'est la même affaire, parce que dans le fond, que j'ai été d'une fédération ou aujourd'hui au RQOH, et qu'elle me dit, on aimerait ça se partir un projet, la première chose que je lui dis, ben, appelez GRT, parce que c'est eux qui vont vous aider à le développer, le projet. Puis si vous passez à travers tout ça, puis vous passez à travers le financement gouvernemental, municipal, etc., ben là, vous appelez la fédération qui va s'occuper de votre organisme, puis nous, on va continuer à job, puis on va travailler ensemble pour que ça marche le projet. Parce que dans le fond, c'est de plus en plus compliqué de partir un projet aujourd'hui. On regarde la réglementation et tout, ne serait-ce que financièrement. Regarde, on est très limité présentement. Ça fait qu'il faut vraiment trouver le bon partenaire. Puis pour ce qui est de partir un projet, ben, c'est avec les groupes de ressources techniques. Et puis peut-être Messieurs, juste 8 secondes, là, tu sais, vas-y. effectivement, tu le disais, Stéphane, c'est un écosystème, il y a une chaîne. Quand vous allez être en exploitation, là, la question des assurances, là, vous allez voir que vous allez être content d'avoir votre fédération pour vous soutenir là-dedans. Donc, tu sais, il y a plein, c'est ça, il y a un bel écosystème qui s'est développé depuis 50 ans, qui est là, qui est présent, puis qui est fort, puis qui est compétent. Profitez-en. Exact. Messieurs, un gros merci. Je trouve ça à la fois ressourçant et inquiétant de voir tout ce que vous nous avez dit. Parce que c'est une nécessité plus que jamais, mais tu viens de le dire, André, c'est plus compliqué qu'avant. Fait que Oui. je pense que quand on regarde ça, puis on regarde les besoins, parce que les besoins sont réels, là, puis la solution, ça va être du logement social, puis ça va être aussi, je dis la solution en habitation, mais je vais aller un peu plus loin. La solution pour beaucoup d'organisations, c'est de devenir propriétaire immobilier pour avoir des actifs, puis pour être capable aussi en même temps de mieux desservir, puis de se constituer un patrimoine. Il y a aussi une partie des organisations qui en ont besoin.